Attention, Madrid. Croyez-vous connaître la valeur des choses? Réfléchissez-y à 2 fois. Vous êtes sur le point d'être témoin de la chute la plus humiliante de la haute société espagnole. Tout cela pour avoir sous-estimé la femme qui cuisinait votre succès. Lui. Le jour où la Ferrari s'est écrasée contre le chef-d'œuvre. L'air dans le grand salon de l'Hôtel Palace, au cœur de Madrid, vibrait de l'arôme de parfums coûteux et du bourdonnement sourd de l'ambition. Parmi l'élite de la capitale, une voix onctueuse d'arrogance coupa le murmure. Elle appartenait à Emilio Herrera. Il tenait court, une coupe de champagne dans une main et l'autre bras couvrant de manière possessive une femme qui semblait sculptée dans la lumière stellaire et les filtres d'Instagram. « Honnêtement, » déclara-t-il, la voix suffisamment haute pour que les tables environnantes entendent. « C'est comme échanger une berline d'occasion contre une Ferrari neuve. Ma nouvelle épouse, Sofia, est impeccable, une amélioration dans tous les sens imaginables. » Quelques personnes rirent maladroitement. Bien sûr, il parlait de son ex-femme, Clara, et tandis qu'il parlait, il n'avait aucune idée que la berline d'occasion, dont il se moquait avec tant de négligence, était sur le point d'arriver, conduite par un homme qui possédait toute la compagnie de voitures de luxe. Emilio Herrera se sentait au sommet du monde et voulait que tout le monde le sache. La gala de la fondation Luz del Sur était le summum de la saison mondaine de Séville. Un endroit pour voir et être vu. Et cette nuit-là, il était l'événement principal. Ou du moins, le croyait-il. Sa nouvelle épouse, Sofia, était son accessoire ultime. Avec ses cheveux blonds platine, ses traits perfectionnés chirurgicalement et une robe argentée brillante qui adhérait à elle comme une seconde peau. Elle était un témoignage vivant de son succès. Elle sourit, un sourire d'une pratique parfaite, tandis qu'Emilio continuait son monologue. « Savez-vous comment c'est? » dit Emilio à Marcos et Sara Navarro, un couple qui avait été ami tant avec lui qu'avec Clara pendant des années. Tu t'installes dans le confort. Tu laisses les choses se négliger. Clara? Eh bien, Clara s'est installée dans un grand confort. Les pantalons de yoga sont devenus un uniforme. Le chignon ébouriffé son look caractéristique. Sa passion était de restaurer de vieux tableaux poussiéreux dans ce petit studio sombre qui puait la térébenthine tout le temps. Il rit, comme s'il partageait un souvenir attachant, mais pathétique. Sara Navarro s'agita sur son siège, son verre de vin lui semblant soudain très lourd. Clara était brillante dans son travail, Emilio. Elle avait un don. Un passe-temps, Sara. Un passe-temps désordonné qui ne payait presque rien. La corrigea Emilio, agitant la main avec dédain. J'avais besoin d'une partenaire qui puisse être avec moi, sous les projecteurs. Pas de quelqu'un qui se cache derrière une toile. Sophia le comprend. Elle est une influenceuse, une marque. Elle a un demi-million de followers suspendus à chacun de ses mots sur les soins de la peau et les voyages de luxe. Elle apporte de la valeur. Sophia se pavana, penchant la tête. Tout est question de synergie, chérie, roucoula-t-elle d'une voix aussi suave et douce que le miel. Un couple puissant doit projeter du pouvoir. L'image est tout. Marcos, qui avait toujours trouvé l'ambition d'Emilio un peu irritante, parla enfin. « Et Clara, comment va-t-elle? Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de ses nouvelles. » Emilio sourit, une expression cruelle et autosatisfaite. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Probablement recroquevillée dans quelque minuscule appartement, couverte de poussière de peinture, se demandant où tout a mal tourné. Vraiment, je lui ai fait une faveur. Je l'ai libérée pour qu'elle poursuive son art. La condescendance dans son ton
était suffisamment épaisse pour être coupée au couteau. Il se pencha, baissant la voix en un murmure conspirateur qui était pourtant suffisamment audible pour tous. Entre nous, l'étincelle s'était éteinte depuis longtemps. Il est difficile de ressentir du désir pour quelqu'un qui a la même énergie qu'un vieux pull confortable. J'avais besoin de soi. J'avais besoin de haute couture. Il serra la taille de Sophia. Et je l'ai obtenu. Sophia laissa échapper un petit rire, un son comme de minuscules clochettes tintantes. Les Navarro échangèrent un regard de douleur. Ils se souvenaient d'un Emilio différent, un homme plus jeune qui avait regardé Clara comme si elle avait le soleil et la lune dans ses yeux. Ils se souvenaient comment l'intelligence tranquille et le soutien constant de Clara avaient été la base sur laquelle Emilio avait construit son empire immobilier. Il n'avait pas commencé au sommet. Elle avait été avec lui dans le minuscule appartement, mangeant des ramen et rêvant d'un futur meilleur. Elle avait dessiné son premier logo d'entreprise, corrigé ses propositions et célébré chaque petite victoire comme si c'était la sienne. Il avait commodément oublié tout cela. Tandis qu'Emilio se lançait dans une autre histoire, cette fois sur la récente séance photo de Sophia à Ibiza, un changement subtil se produisit dans l'atmosphère du salon. Cela commença à la grande entrée. Le murmure bas de la conversation près des portes faiblit, remplacé par une vague de chuchotements étouffés qui se répandirent dans la Asoma, dans la salle comme une ondulation sur un étang. Les têtes commencèrent à se tourner. Une sensation palpable d'importance venait d'entrer dans l'espace, une gravité qui attirait toute l'attention vers elle. Emilio, agacé de perdre son auditoire, se tourna pour voir quel était ce remue-ménage. Et c'est alors que son monde bascula sur son axe. Encadrée par la grande arche de l'entrée du salon, se tenait une femme. Pendant un moment, Emilio ne la reconnut pas. Cette femme était une vision d'élégance sobre et de confiance radiante. Elle portait une robe vert émeraude profond, une coupe classique simple qui ne réclamait pas l'attention, mais la commandait malgré tout. Une rivière de soie sombre coulait autour d'elle. Ses cheveux, dont il se souvenait comme d'un chignon perpétuellement hâtif, étaient coiffés en ondes douces en cascade qui encadraient un visage qu'il ne connaissait presque pas. Les lignes de fatigue et de stress autour de ses yeux avaient disparu, remplacées par un éclat serein. Son sourire n'était pas la grimace large et complaisante dont il se souvenait, mais une courbe de ses lèvres petites et sûres d'elle. C'était Clara. Le verre d'Emilio, s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Un bruit étouffé s'échappa de sa gorge. Sophia, sentant sa tension soudaine, suivit son regard. Son sourire parfait se tendit sur les bords. « Qui est-ce » siffla une note de venin pur dans sa voix, mais ce n'était pas seulement Clara qui retenait l'attention de la salle. Debout à côté d'elle, avec une main posée légèrement au bas de son dos, se tenait un homme qui exudait une aura de pouvoir tranquille et d'inexpugnable. Il était plus âgé, peut-être vers la fin de la cinquantaine, avec des cheveux argentés distingués sur les tempes et des yeux qui semblaient évaluer toute la salle en un seul regard. Il portait un smoking fait sur mesure avec l'aisance décontractée d'un homme né pour cela. Il n'était pas beau de la manière voyante et sculptée en salle de sport dont Emilio s'enorgueillissait. Il était magnétique, sa présence, une force de la nature. Les chuchotements éclatèrent autour d'eux. « Est-ce lui? Ce n'est pas possible. C'est Julien de la Vega. » Le nom flotta dans l'air. Électrique. Julien de la Vega n'était pas seulement riche, c'était une légende, un titan de l'industrie reclus, un magnat technologique qui était passé aux investissements mondiaux.
Sa fortune nette était un chiffre si vaste qu'on en parlait en termes de PIB nationaux. Il faisait rarement des apparitions publiques. Le voir là était un coup de chance pour la fondation Luz del Sur. Le voir avec Clara était incompréhensible. Emilio sentit le sang se retirer de son visage. Son cœur frappait contre ses côtes. Un oiseau frénétique et piégé. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Clara, son ex-femme souricette et tachée de peinture, allait au bras d'un milliardaire. Cela devait être une erreur. Peut-être était-elle son assistante, une personne avec qui il avait parlé en entrant. Sa rationalisation désespérée vola en éclats lorsque Victoria Davila, la formidable présidente de la fondation et hôtesse de la soirée, passa devant sa table sans un regard et s'approcha des nouveaux arrivants. « Julien, nous sommes si honorés que tu aies pu venir, » dit Victoria avec effusion, l'embrassant chaleureusement avant de se tourner vers Clara avec un sourire authentique et admiratif. « Et vous devez être Clara Ventura. Julien m'a beaucoup parlé de vous. Cette robe vous va absolument à ravir. » La voix de Clara, lorsqu'elle répondit, fut tranquille et claire. « Merci, Victoria. C'est un bel événement. » Il n'y avait pas de bégaiement, pas d'anxiété sociale, ni le malaise dont Emilio se souvenait. C'était une femme complètement à son aise, complètement dans son élément. Tandis que le trio parlait, un photographe d'un magazine mondain s'approcha prudemment. Julien de la Vega était notoirement timide face aux photos. Mais quand le photographe leva son appareil, Julien sourit simplement, attirant Clara une fraction plus près. Le flash explosa, capturant le moment pour l'éternité. Julien de la Vega, le milliardaire intouchable, avec la rayonnante Clara Ventura à son bras. De retour à la table d'Emilio, le silence était assourdissant. Les ongles parfaitement soignés de Sofia s'enfonçaient dans son propre bras. « Emilio, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle entre ses dents serrées. « Comment ton ex-femme miteuse connaît-elle Julien de la Vega ?» Emilio ne put répondre. Il regardait Clara rire de quelque chose que Julien avait dit, un rire authentique et musical qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Il ressentit une pointe étrange et non désirée de quelque chose ressemblant dangereusement à de la perte. Mais elle fut rapidement remplacée par une vague brûlante d'humiliation et de rage. Elle faisait cela pour l'embêter. Tout était une performance élaborée, conçue pour le faire passer pour un idiot. Et cela fonctionnait. Tous ceux qui l'avaient écouté se vanter il y a seulement quelques minutes regardaient maintenant, avec des expressions mêlant choc et pitié. Sa Ferrari lui parut soudain comme une réplique bon marché, assise à côté d'une Rolls-Royce faite sur mesure. Le projecteur qu'il convoitait l'avait trouvé, mais au lieu d'illuminer sa gloire, il le brûlait jusqu'aux cendres, la toile de sa résurrection. Flashback. Pour comprendre la femme qui entra au palace, il fallait comprendre la femme qui était sortie de son mariage 2 ans plus tôt. Le divorce n'avait pas été une séparation amiable mutuelle. Cela avait été une amputation pratiquée sans anesthésie. Les dernières paroles d'Emilio pour elle avaient été une masterclass de cruauté décontractée. Ils étaient dans leur salon minimaliste, blanc sur blanc, un espace qui avait toujours semblé être davantage son showroom que leur foyer. « Simplement, ça ne fonctionne pas, Clara, » avait-il dit, évitant ses yeux. « Moi, j'avance et toi tu. Reste sur place. Cette affaire de tableau, la poussière, le désordre, ce n'est pas la vie que je veux. »« C'est ma carrière, Emilio, » avait-elle chuchoté, la voix tremblante. « C'est ma passion. » « C'est une impasse, » avait-il répliqué, sa voix plane et finale. « J'ai besoin de quelqu'un qui brille, quelqu'un qui me complète. Nous avons évolué différemment. Il avait fait paraître cela si simple, si logique.
comme si leur relation de 15 ans était une ligne dans un bilan qui n'était plus rentable. Il avait déjà rencontré Sophia, bien qu'il l'ait nié à l'époque. La vérité sortit plus tard dans des documents légaux désinfectés et des chuchotements de ragots d'amis communs. Il laissa à Clara la maison qu'ils avaient partagée. Un geste calculé qui semblait généreux, mais qui était en réalité un fardeau. Ces paiements d'hypothèque étaient un rappel constant de la vie et des revenus qui venaient de disparaître. Les 6 premiers émois furent un flou de douleur et d'inertie. Le silence dans la grande maison vide était une présence physique. Elle errait d'une pièce à l'autre, fantôme dans sa propre vie, entourée de souvenirs qui ressemblaient désormais à des mensonges. Elle arrêta d'aller à son studio. L'odeur de térébenthine et de peinture à l'huile, autrefois source de réconfort, ne lui rappelait plus que la moquerie d'Emilio. Un passe-temps désordonné, une impasse. Sa confiance, qui avait été lentement érodée au fil des années par des sous-entendus subtils et des critiques ouvertes, était complètement brisée. Elle avait tant versé d'elle-même pour être la partenaire d'Emilio, son système de soutien, qu'elle avait oublié qui elle était sans lui. Le point d'inflexion arriva un après-midi de mardi pluvieux. Elle emballait de vieilles boîtes avec l'intention de vendre la maison et de déménager dans un endroit plus petit, anonyme. Dans une boîte, elle trouva son ancien portfolio universitaire. Caché à l'intérieur, il y avait une lettre brillante de recommandation de son professeur favori, le Dr. Alastair Finch. Mademoiselle Ventura possède un œil rare et intuitif, disait-elle. Elle voit l'intention, l'âme de l'artiste. Elle a le potentiel pour une véritable grandeur dans le domaine de la conservation d'art. Lire ces mots fut comme une décharge électrique. C'était une voix de son passé qui lui rappelait une époque antérieure à Emilio, un moment où elle se définissait non par sa relation, mais par son talent. Cet après-midi-là, elle n'emballa plus de boîtes. Au lieu de cela, elle alla à son studio, ouvrit la fenêtre pour laisser sortir l'air vicié et découvrit un projet à moitié terminé. Un petit portrait sombre du XVIIe siècle, provenant d'une vente de biens locaux qu'elle avait achetés pour une misère. Elle commença à travailler, lentement au début, puis avec une concentration obsessive et croissante. Le travail devint sa méditation, sa thérapie, sa salvation. Le processus méticuleux de nettoyer des siècles de crasse, d'analyser les coups de pinceau, de rechercher les pigments, fut un processus de restauration non seulement pour la peinture, mais pour elle-même. Elle grattait les couches de doute et d'insécurité qu'Emilio avait collées sur elle, redécouvrant la femme vibrante et sûre d'elle en dessous. Tandis qu'elle travaillait sur le portrait, elle remarqua une anomalie, un détail minuscule, presque invisible, dans le col de dentelle du sujet. C'était une technique d'ombrage spécifique, une signature dont on murmurait qu'elle appartenait à un élève de Rembrandt, un artiste brillant mais obscur nommé Gerard van Honthorst, dont les premières œuvres étaient crues perdues. Poussée par une vague d'excitation académique qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, elle se plongea dans la recherche. Elle passa des semaines dans les archives de musées et les bibliothèques universitaires, recoupant des documents et utilisant des techniques d'imagerie avancées qu'elle emprunta à un ami de l'université locale de Grenade. Finalement, elle trouva une mention, dans un manifeste d'expédition du XVIIe siècle, d'un petit portrait de la femme d'un commerçant par Van Honthorst, avec des dimensions qui correspondaient parfaitement à sa peinture. Elle avait découvert un chef-d'œuvre perdu. Elle écrivit un article érudit et précis et l'envoya au Art Conservation Journal. Il fut publié avec une acclamation immédiate. Le monde de l'art était petit et insulaire, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre.
Un petit galeriste spécialisé dans les maîtres hollandais la contacta. Il voulait voir la peinture. Clara, nerveuse mais décidée, le rencontra. Il fut impressionné non seulement par la découverte, mais par ses connaissances profondes et passionnées. Il l'aima à faire authentifier la pièce par les principaux experts du monde. La peinture, qu'elle avait achetée pour 200 € était maintenant estimée à plus de 3 millions d'euros. Mais il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de la validation. Son passe-temps désordonné était une compétence légitime et précieuse. Elle avait fait cela seule. La découverte la plaça sous les projecteurs. Les commandes commencèrent à arriver. Les musées sollicitèrent ses conseils. Et un jour, elle reçut un appel d'un assistant d'un collectionneur privé qui voulait qu'elle examine une pièce. Le collectionneur était notoirement privé. Il la recevrait dans sa galerie privée, dans son penthouse de la ville. Le collectionneur était Julien de la Vega. Lorsqu'ils se rencontrèrent, il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il était tranquille, intensément intelligent, et écoutait avec une attention focalisée qui la faisait se sentir comme si elle était la seule personne dans la pièce. Il ne voyait pas seulement la valeur de son art en euros. Il aimait les histoires, l'histoire, les mains humaines qu'il avait créées. Il était captivé par la capacité de Clara à lire une toile comme un livre. Il lui montra une peinture de sa collection, un beau paysage attribué à un artiste moins connu. « Mes experts sont sûrs, dit-il, mais j'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Ça semble plus grand, plus significatif. » Clara passa 1 heure avec la peinture, ses yeux traçant chaque détail. Puis elle se tourna vers lui. « C'est le cas, » dit-elle doucement. « Regardez la façon dont la lumière frappe l'eau et la composition des nuages. Ce n'est pas le travail d'un seul artiste, c'est une collaboration. Le paysage est de l'artiste enregistré, mais le ciel a été peint par son maître, un maître. Vous avez 2 grands artistes sur une seule toile. » Julien la regarda fixement, puis regarda la peinture, et un lent sourire s'étendit sur son visage. Personne n'avait vu cela auparavant. À partir de ce moment, une association était née. Il l'engagea pour être la conservatrice privée et restauratrice de toute sa collection de classe mondiale. Il lui donna un laboratoire de pointe et un budget illimité. Mais plus que cela, il lui donna du respect. Il vit sa brillance, sa passion, et il les valorisa. Une amitié profonde fleurit, qui, avec le temps, s'approfondit en quelque chose de plus. Il n'était pas un remplaçant pour Emilio. Il était son antithèse. Là où Emilio avait cherché à la diminuer, Julien chercha à l'élever. Ainsi, lorsqu'elle entra à la Gala Luz del Sur, elle ne montait pas une performance. Elle n'était pas Clara Herrera, l'épouse rejetée. Elle était le docteur Clara Ventura, une experte de premier plan dans son domaine, une professionnelle respectée et une femme qui s'était reconstruite elle-même à partir des cendres, plus forte et plus radiante qu'avant. La robe émeraude et le milliardaire à son bras n'étaient pas la source de sa confiance. Ils étaient simplement le reflet d'une confiance qu'elle avait redécouverte minutieusement par elle-même. Le jugement public. L'atmosphère de la gala s'était fracturée en 2 zones distinctes. La première était un nexus vibrant et bouillonnant d'énergie autour de Julián de la Vega et Clara Ventura. Le maire de Séville, un sénateur d'État et les directeurs de plusieurs compagnies Fortune 500 formèrent un cercle poli mais persistant autour d'eux. Ils parlaient d'art, de philanthropie, de marchés mondiaux. Clara, loin d'être un accessoire silencieux, contribuait intelligemment à la conversation, discutant de l'importance culturelle de la préservation de l'art, avec une éloquence qui captivait tout le monde.
La seconde zone, où étaient assis Emilio et Sofia, était une mer morte d'isolement social. Les personnes qui riaient aux blagues d'Emilio, il y a seulement 20 minutes, évitaient maintenant son regard, leur malaise étant palpable. Ils offraient des sourires tendus et polis s'ils captaient leurs yeux. Puis ils se détournaient rapidement pour chuchoter à leurs compagnons. Emilio était devenu un paria social en l'espace d'une seule entrée. Sofia était un ressort enroulé de furie. Toute son estime de soi était liée à la perception publique, et à ce moment-là, ils étaient perçus comme des imbéciles. « Fais quelque chose, Emilio !» siffla sa voix, un grognement bas et dangereux qui était à un monde de distance de sa personnalité publique. « Va là-bas, parle-lui, montre à tous que ça ne te dérange pas. »« Qu'est-ce que je suis censé dire ?» répliqua Emilio, le visage rougi par un mélange de colère et de sueur. « Je ne sais pas. Félicite-la. Sois condescendant. Agis comme si tu étais la personne la plus mature. Simplement, ne reste pas assis ici à avoir l'air d'un idiot pathétique et rejeté, » répliqua-t-elle. Son masque soigneusement construit s'effondrait, révélant la froide et dure ambition en dessous. Elle ne s'était pas mariée avec Emilio par amour. Elle s'était mariée avec lui pour le statut qu'il fournissait, et il échouait spectaculairement à le fournir. Piqué par son venin et son propre ego en spirale, Emilio se leva. Il ajusta sa cravate, arbora un faux sourire sur son visage et commença à marcher vers le groupe de Clara. Ce fut comme la marche la plus longue de sa vie. Tous les yeux dans la salle étaient sur lui. Il arriva au bord du cercle juste au moment où le maire serrait la main de Clara. « Docteur Ventura, c'est un plaisir. Votre travail est vraiment remarquable. » Emilio vit son opportunité. Il fit un pas en avant, sa voix trop haute et dégoulinante de faux charme. « Clara, je te reconnais à peine. Tu t'es bien arrangée. » La conversation s'arrêta. Une douzaine de pères d'yeux se tournèrent vers lui. La rudesse de son commentaire flotta dans l'air comme une odeur fétide. L'expression sereine de Clara ne changea pas, mais un éclair de vieille tristesse, rapidement éteint, passa dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Julien de la Vega tourna légèrement la tête. Il ne leva pas la voix. Il ne fit pas de scène. Il regarda simplement Emilio, un regard si froid et méprisant que ce fut comme être enseveli dans la glace. « Je suis désolé, » dit Julien, sa voix d'un baryton tranquille qui avait plus de poids qu'un cri. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, et je crois que le docteur Ventura est au milieu d'une conversation. » Ce fut un rejet complet et absolu. Il n'avait pas reconnu le nom d'Emilio ou son histoire avec Clara. Il l'avait écarté comme une interruption anonyme et non pertinente. Le maire toussa maladroitement et reprit sa conversation avec Clara, tournant le dos à Emilio. Le cercle se referma une fois de plus, laissant Emilio seul à l'extérieur, complètement humilié. Il retourna à sa table, le visage comme un masque de tonnerre. « Eh bien, ça s'est bien passé », se moqua Sofia, prenant une grande gorgée de son champagne. « Tu as l'air d'un enfant qu'on vient d'envoyer dans sa chambre. »« Tais-toi, Sofia » grogna-t-il. « Non, tais-toi, toi » répliqua-t-elle, sa voix tombant en un murmure vicieux. « J'ai associé ma marque à la tienne, Emilio. Je pensais que tu étais un gagnant. Mais cette femme, elle désigna Clara, vient de te faire passer pour un idiot, sans dire un seul mot, et son petit ami pourrait t'acheter et te revendre 100 fois avant le petit déjeuner. Tu m'as dit qu'elle n'était personne. Tu m'as dit qu'elle était pathétique. Tu as menti. » Emilio n'eut pas de réponse. Il regarda à l'autre bout de la salle son ex-femme, qui était maintenant conduite à la table d'honneur, l'invité de prestige aux côtés de Julien de la Vega et de la présidente de la gala.
Il avait passé 2 ans à se dire à lui-même et à tout le monde qu'il avait gagné le divorce, qu'il s'était amélioré. Mais sous la lumière dure et implacable de cette salle de bal, il fut forcé de faire face à une vérité terrifiante. Il n'avait pas seulement perdu Clara. Il avait rejeté un trésor inestimable qu'il avait été trop aveugle et arrogant pour reconnaître. Et maintenant, le monde entier pouvait voir sa valeur. L'annonce de 25 millions. Plus tard dans la soirée, après que le plat principal fut servi, Victoria Davila monta au podium sur la scène. Un silence tomba sur le grand salon. Le cliquetis des couverts cessa et tous les visages se tournèrent réfléchissant vers l'avant. Emilio resta rigide sur sa chaise, un nœud d'effroi se serrant dans son estomac. Il eut le pressentiment que l'humiliation de la soirée n'était pas encore complète. « Bonsoir à tous », commença Victoria de sa voix chaude et autoritaire. « Au nom de la Fondation Luz del Sur, je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable générosité ce soir. Vos dons nous permettront de continuer notre travail vital en soutenant des enfants défavorisés grâce à l'éducation artistique, continua-t-elle en remerciant divers mécènes et membres du comité. Emilio l'écoutait à peine. Ses yeux étaient fixés sur Clara, assise à la table d'honneur. Elle semblait sereine, écoutant attentivement, hochant occasionnellement la tête ou souriant à quelque chose que Julien lui chuchotait. Elle semblait appartenir à cet endroit. C'était ce sentiment d'appartenance qui l'irritait le plus. Cette nuit, cependant, continua Victoria, sa voix montant d'émotion. Nous avons une annonce très spéciale. Nous sommes souvent bénis par la générosité, mais nous sommes rarement dotés d'une vision qui transformera notre communauté pour les générations à venir. Un murmure d'anticipation parcourut la foule. Cette année, l'un de nos invités ne s'est pas contenté de simplement faire un chèque. Il a vu un besoin, une façon de construire un héritage durable. C'est mon profond honneur d'annoncer le plus grand don de l'histoire de la Fondation Luz del Sur. Une promesse de 25 millions d'euros de M. Julien de la Vega. Le salon explosa en un raz de marée d'applaudissements et de cris d'étonnement. Les gens se levèrent, tendant le cou pour mieux voir l'homme qui venait d'engager négligemment une fortune. Julien inclina simplement la tête, un geste de reconnaissance humble, et serra doucement la main de Clara sous la table. Emilio eut la nausée. 25 millions d'euros. C'était plus que toute sa fortune nette, mais Victoria leva les mains, indiquant qu'elle n'avait pas fini. « Mais ce n'est pas tout », dit-elle, son sourire s'élargissant. « Le don de M. de la Vega vient avec un but. C'est le capital initial pour un projet nouveau et extraordinaire. En partenariat avec le Musée national d'art moderne, la Fondation de la Vega financera la construction d'une nouvelle aile de pointe, le Centre de la Vega pour la conservation de l'art et la recherche historique. » Une autre vague d'applaudissements, cette fois encore plus tonitruante. L'esprit d'Emilio tournoyait, une aile de musée portant son nom. Ce centre ne contiendra pas seulement certaines des technologies de restauration les plus avancées au monde, proclama Victoria, la voix pleine de passion, mais il servira également d'institution éducative de premier plan, formant la prochaine génération de conservateurs. Ce sera un phare pour les amoureux de l'art et les historiens du monde entier. Et un projet de cette magnitude requiert une leader dotée d'une vision, d'une compétence et d'une intégrité inégalée. Emilio savait ce qui venait. Il le sentait dans ses os, une certitude froide et rampante que le coup de grâce final était sur le point d'être porté. Victoria dirigea son regard radiant directement vers Clara. Le conseil du musée, ainsi que M. de la Vega, ont mené une recherche internationale pour une directrice capable de diriger cette
incroyable initiative. Ils ont cherché le meilleur esprit, assez brillant pour mener, et des mains assez expertes pour préserver nos trésors culturels les plus précieux. Et ils l'ont trouvé. C'est un immense plaisir d'annoncer que la directrice inaugurale et conservatrice en chef du Centre de la Vega sera une femme dont la récente découverte d'un chef-d'œuvre perdu de Van Honthorst l'a déjà transformé en légende dans le monde de l'art. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter le docteur Clara Ventura. Pendant un moment, il y eut un silence stupéfait. Puis, la salle explosa. L'applaudissement fut assourdissant, un rugissement d'acclamation et de respect. Chaque personne était debout. Leurs applaudissements s'adressaient à la femme qu'Emilio avait appelée un vieux poule confortable. Clara, visiblement émue, se leva. Une seule larme traça un chemin sur sa joue. Mais son sourire était lumineux. Julien se leva à ses côtés, sa fierté pour elle étant évidente pour tous. À sa table, Emilio sentit qu'il ne pouvait plus respirer. Le son des applaudissements était une agression physique. C'était le son de sa propre insignifiance. Ce n'était pas seulement que Clara était avec un milliardaire. Ce n'était pas seulement qu'elle était belle. C'était que son succès était entièrement le sien. Julian de la Vega ne lui avait pas seulement donné un style de vie. Il avait reconnu son talent, le même talent dont Emilio s'était moqué et qu'il avait rejeté. Et il lui avait donné une scène mondiale pour le montrer. Il avait construit un royaume et lui avait remis la couronne. Sophia regardait devant elle, son visage aussi pâle et dur que le marbre. Lentement, elle repoussa sa chaise, les pieds raclant bruyamment le sol. Elle prit son minuscule sac à main incrusté de diamants sur la table. « Où vas-tu » réussit à croasser Emilio. Elle se tourna vers lui et, pour la première fois, il la vit sans artifice. Ses yeux étaient remplis d'un regard de pur mépris, sans mélange. « Je vais féliciter le docteur Ventura », dit sa voix dégoulinant de glace. « Ça s'appelle le réseautage. Tu devrais essayer un jour. »« Oh, et Emilio. Je demanderai à mon avocate de contacter le tien demain matin. Je n'associe pas ma marque aux échecs. » Sophia se détourna et partit sans regarder en arrière, laissant Emilio totalement et complètement seul à une table pour 4, entouré par le son tonitruant du triomphe de son ex-femme. Le jugement final sur la terrasse. Le reste de la soirée passa comme dans un brouillard pour Emilio. Il resta assis pendant le dessert, l'enchère de bienfaisance et les remarques de clôture, tout en buvant un verre de scotch qui ne faisait rien pour anesthésier la blessure ouverte de son ego. Il vit comment Sophia s'intégrait parfaitement à un groupe d'investisseurs, riant et flirtant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il vit comment un flux apparemment sans fin de personnes s'approchait de la table de Clara et Julien pour offrir leurs félicitations. Il savait qu'il devait partir. Il savait que la chose intelligente à faire était de s'esquiver par une porte latérale et de lécher ses plaies en privé. Mais un cocktail toxique d'alcool, de rage et d'un besoin désespéré d'une sorte de mot final le maintint ancré à sa chaise. Il avait besoin de la confronter. Il avait besoin de dire quelque chose, n'importe quoi, pour réaffirmer la dynamique de pouvoir qu'il avait tenue pour acquise pendant si longtemps. Il trouva son opportunité quand la gala commença à se terminer. Les invités commençaient à récupérer leurs manteaux. Il vit Julien être entraîné dans une conversation avec un sénateur, laissant Clara seule un moment près des grandes portes de la terrasse, regardant l'horizon étincelant de la ville. C'était le moment. Il marcha derrière elle, ses pas instables. « Toute une nuit », dit-il d'une voix rauque. Clara se tourna, son expression tranquille, bien qu'il pût la voir se préparer. « Emilio, alors c'est ça ton grand plan de vengeance ?» se moqua-t-il,
renonçant à toute prétention de pacifisme. Trouver l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville et faire en sorte qu'il te construise un monument. Combien cela t'a-t-il coûté? Qu'as-tu dû faire pour qu'il finance ton petit atelier de passe-temps? L'insulte, si semblable à celle qu'il avait l'habitude de lui lancer dans l'intimité de leur foyer, n'avait plus le pouvoir de la blesser. Elle le regarda simplement, non pas avec colère, mais avec une profonde et lasse tristesse. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix calme. « Cela n'a jamais été à propos de toi. Mon travail, mon succès, rien de tout cela n'a quoi que ce soit à voir avec toi. »« Ah, s'il te plaît, » se moqua-t-il, élevant la voix. « Tu crois que je suis un idiot? Tu entres ici dégoulinante de couture au bras d'un milliardaire avec un nouveau titre de poste qu'il t'a acheté. C'est une performance, et je suis le public visé. » « La seule performance que je vois ce soir, Emilio, c'est la tienne, » répliqua-t-elle, maintenant sa voix ferme. « La performance de l'homme si terrifié par sa propre médiocrité qu'il doit rabaisser tous les autres. Tu pensais que j'étais un reflet de toi. Quand j'étais miteuse et fatiguée, cela signifiait que tu te contentais de peu. Maintenant que j'ai du succès, tu crois que c'est une attaque contre toi. Mais je n'ai jamais été ton reflet. J'ai toujours été ma propre personne. Tu étais seulement trop occupé à te regarder dans le miroir pour t'en rendre compte. » Ces paroles le frappèrent avec la force d'un coup physique, car il savait, au fond, qu'elles étaient vraies. Il avait eu besoin qu'elles soient petites pour pouvoir se sentir grand. Il attaqua, son dernier recours, l'accusation la plus laide qui lui vint à l'esprit. « Tu es une chasseuse de fortune, Clara. Tu l'as toujours été. Tu as simplement changé pour une mine plus grande. » Avant que Clara puisse même répondre, une voix tranquille parla derrière Emilio. « Ça suffit. » Emilio se retourna pour trouver Julien de la Vega debout là. Il n'avait pas élevé la voix, mais sa présence était immense, un objet inamovible de pure autorité. Il regarda Emilio non pas avec colère, mais avec quelque chose de beaucoup plus condamnable. « Quel dommage, monsieur Herrera, » dit Julien, ses yeux froids et analytiques. « Pour un homme qui se consacre à l'immobilier, vous avez une compréhension remarquablement pauvre de la valeur. Vous avez eu un chef-d'œuvre dans votre maison pendant 15 ans, et vous l'avez traité comme une reproduction bon marché, parce que vous manquiez de la sophistication nécessaire pour reconnaître sa valeur. Vous ne vous êtes pas amélioré. Vous avez liquidé votre actif le plus précieux pour un passif avec une jolie façade. Un très, très mauvais investissement. » Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. « Le poste de Clara, » continua-t-il, son ton devenant d'acier. Il lui a été octroyé par un vote unanime du Conseil d'acquisition et de conservation du musée, dont je ne suis qu'un des 7 membres. Elle l'a gagné grâce à son talent, son dévouement et sa brillance, les mêmes qualités que vous avez été trop aveugle pour voir. Je ne lui ai pas donné de couronne. J'ai simplement fourni un coffre digne du trésor qu'elle était déjà. Julien fit alors la seule chose qui écrasa Emilio plus que n'importe quelle menace. Il le congédia complètement. Il se tourna vers Clara, son expression s'adoucissant. « Es-tu prête à partir, ma chère? La nuit a été longue. »« Oui, » dit Clara, jetant à Emilio un dernier regard de pitié. Tandis que Julien plaçait une main protectrice sur son dos et la guidait au loin, Emilio resta seul sur la terrasse, l'air frais de la nuit lui semblant être un linceul. Il était venu ici ce soir pour se pavaner, pour montrer au monde combien il avait gagné. Au lieu de cela, il avait été forcé de témoigner, de la manière la plus publique et humiliante imaginable, de la véritable mesure de ce qu'il avait jeté si négligemment. Il n'était pas le gagnant. Il était l'imbécile de l'histoire,
la chute d'une plaisanterie qu'il avait écrite lui-même, l'héritage et la rencontre silencieuse. Les suites de la gala de la Fondation Luz del Sur furent rapides et brutales. Les pages mondanité et les blogs de ragots furent impitoyables. Des photos de Clara et Julien furent publiées sur chaque écran, leur histoire étant présentée comme un conte de fées moderne. Juxtaposées à elle se trouvaient les photos d'Emilio, hébété et idiot, et de Sofia, capturées dans un geste de mépris en pleine conversation, alors qu'elle l'abandonnait. Le récit était clair. L'ex-mari arrogant avait reçu ce qu'il méritait. Sofia, fidèle à sa parole, fit remettre les papiers du divorce par son avocate au cours de la semaine. Leur séparation fut désordonnée en public, elle laissant filtrer des histoires à la presse sur ses insécurités financières et son amertume obsessive envers son ex-femme. Sa marque, toujours adaptable, se repositionna de couple puissant à femme émancipée, échappant à la masculinité toxique. La vie professionnelle d'Emilio en souffrit également. Dans une ville où la perception est la monnaie d'échange, il était désormais perçu comme une blague. Les accords, qui avaient été presque certains, stagnèrent soudainement. Les partenaires potentiels devinrent inaccessibles. Le jugement tranquille et méprisant qu'il avait reçu de Julien de la Vega sembla résonner dans les salles de conseil et les déjeuners d'affaires auxquels il assistait. Il avait construit son empire sur une image de succès impitoyable. Mais cette image était désormais ternie par la tâche de l'humiliation publique. Il se retrouva isolé. Les amis de convenance qui étaient accourus à ses côtés lorsqu'il était avec Sofia gardaient maintenant leur distance. Marcos et Sarah Navarro cessèrent de lui rendre ses appels. Il resta dans sa maison blanche sur blanche stérile. Un espace qui ressemblait désormais moins à un monument à son succès qu'à un mausolée pour ses relations ratées. Des mois plus tard, poussé par une impulsion désespérée et pathétique, il se rendit au Musée national d'art moderne. La construction du nouveau centre de la Vega était en cours. Une structure massive et brillante de verre et d'acier, greffée sur le bâtiment historique en pierre. Il vit une affiche devant, un marqueur temporaire pour la grande inauguration. Il y était écrit « Centre de la Vega pour la conservation de l'art. Dr. Clara Ventura, directrice ». Il n'avait même pas su qu'elle avait terminé son doctorat en ligne durant les dernières années de leur mariage, consacrant du temps d'études tard dans la nuit après qu'il se soit couché, lui méprisant son tapotage au clavier comme une autre perte de temps dans son passe-temps. Pendant ce temps, Clara prospérait. Elle avait quitté la maison qu'ils avaient partagée pour un bel appartement surplombant le parc du Retiro à Madrid, un espace rempli de lumière, de livres et de l'arôme réconfortant de son travail. Ses journées étaient un tourbillon d'activités. Superviser la construction, acquérir de nouvelles pièces pour le musée, embaucher du personnel et donner des masterclass à des étudiants universitaires. Elle était respectée, admirée et, pour la première fois depuis longtemps, profondément heureuse. Sa relation avec Julien ne ressemblait en rien à son mariage avec Emilio. C'était un véritable partenariat, construit sur une base d'admiration mutuelle et de passion partagée. Ils voyageaient à travers le monde non pas pour des séances photos, mais pour visiter des monastères obscurs avec des fresques oubliées et des collections privées cachées de la vue du public. Il célébrait son intellect, et elle était ancrée par sa sagesse. C'était un amour tranquille et profond, bien plus précieux que l'affection bruyante et performative qu'Emilio avait exigée. Un après-midi frais d'automne, environ un an après la gala, Clara se trouvait dans son bureau presque terminé au centre. Le laboratoire principal était visible à travers un grand mur de verre, déjà rempli d'équipements avancés.
Elle déballait une petite peinture sans prétention qu'elle avait acquise personnellement pour la collection. Julien entra en silence, tenant 2 tasses de café. Il ne parla pas, restant simplement à ses côtés en la regardant travailler. Ses mains bougeaient avec la précision d'un chirurgien et la grâce d'un artiste tandis qu'elle examinait la toile. « Que vois-tu » demanda-t-il à voix basse. Clara sourit, un sourire authentique et radiant qui atteignait ses yeux. « Je vois une histoire » dit-elle, le regard fixé sur la peinture. Quelqu'un a essayé de la couvrir, de peindre par-dessus avec quelque chose de plus conventionnel. Ils avaient probablement peur de son éclat. Mais en dessous, sous toute cette crasse et ce doute, le chef-d'œuvre est toujours là. Il a juste besoin d'un peu de patience et des bonnes mains pour le ramener à la lumière. Elle le regarda, ses yeux clairs et remplis d'une force tranquille qu'il admirait tant. À ce moment-là, il était clair qu'elle ne parlait pas seulement de la peinture, elle parlait d'elle-même. Elle avait enfin restauré son propre chef-d'œuvre. 3 ans passèrent. Le monde, comme il le fait toujours, continua d'avancer. L'histoire de la chute spectaculaire d'Emilio Herrera lors de la Gala Luz del Sur devint une pièce du folklore de la ville. Un conte moral chuchoté lors de cocktails, avant d'être remplacé par des scandales plus nouveaux et immédiats. Le Centre de la Vega pour la conservation de l'art était désormais une institution célébrée, un joyau de la scène artistique de Madrid. Le docteur Clara de la Vega, comme on l'appelait désormais après avoir épousé Julien lors d'une cérémonie intime en Toscane, était l'une des figures les plus respectées de son domaine. Son nom était synonyme d'intégrité et d'un talent inné pour découvrir les histoires cachées au sein d'une toile. Un soir de novembre glissant de pluie, Clara et Julian étaient assis au premier rang lors d'une importante enchère chez Christie's. La salle était tendue de l'excitation électrique d'une immense richesse se préparant au combat. Ils étaient là pour une pièce spécifique, un dessin préparatoire de l'époque de la Renaissance, qui, selon Clara, était la clé pour comprendre une œuvre plus grande de la collection du musée. Julien n'était pas là comme enchérisseur, mais comme partenaire silencieux, sa main reposant légèrement sur le bras de sa femme, sa présence étant un bastion tranquille de soutien. Clara était dans son élément. Elle tenait sa palette d'enchérisseur avec une aisance facile, ses yeux entraînés à voir les détails les plus fins, balayant la salle et l'œuvre d'art exposée. Elle était heureuse, un contentement profond et résonnant qui était devenu la base de son existence. Environ 1 heure après le début de l'enchère, après une guerre d'enchères acharnée pour un monnet, il y eut une brève pause. Le lot suivant était une collection de paysages américains, mineurs du 19e siècle. Tandis que le commissaire-priseur présentait les pièces, un assistant vêtu d'un costume noir standard monta sur scène pour ajuster l'éclairage sur l'un des chevalets. Il bougeait avec une efficacité pratiquée, la tête penchée sur sa tâche. Depuis son siège, Clara ressentit une secousse étrange et inexplicable de reconnaissance dans la posture de l'homme, dans la ligne de ses épaules. Elle regarda comment il terminait sa tâche et se tournait pour quitter la scène. Il leva brièvement la tête pour balayer la salle, son regard professionnel et distant. Et pendant une seule seconde qui arrêta la respiration, ses yeux rencontrèrent les siens. Les siens, c'était Emilio. Les 3 années n'avaient pas été tendres. L'arrogance effrontée avait disparu, remplacée par une résignation lasse. Il était plus mince, et les lignes acérées de ses costumes coûteux avaient été remplacées par le tombé mal ajusté d'un uniforme. L'ambition brûlante dans ses yeux s'était éteinte,
laissant derrière elle les braises froides d'un homme qui passait simplement sa journée. Il était un responsable de salle, un employé de niveau moyen, dans un monde où il avait autrefois été un roi. Le temps sembla ralentir, la voix du commissaire-priseur s'estompant en un bourdonnement lointain. Pour Emilio, voir Clara fut comme être frappé par la foudre. Non seulement elle était belle, mais elle irradiait une puissante sérénité qui semblait émaner de son propre être. La femme qu'il avait appelée un vieux poule confortable possédait désormais une grâce et un aplomb qui faisaient paraître toutes les autres femmes dans la salle criardes en comparaison. Il vit Julien à ses côtés, ne s'agitant pas de manière possessive, mais l'observant avec une expression d'admiration pure et sans mélange. Il était témoin d'un véritable partenariat, d'une harmonie qu'il n'avait même pas su rechercher. Dans ce seul et silencieux regard, les derniers vestiges de l'amertume d'Emilio se dissoudre, remplacés par un regret si profond qu'il était une douleur physique dans sa poitrine. Il comprit enfin. Sa perte n'était pas l'argent, le statut ou la connexion avec Julien de la Vega. Sa perte était Clara elle-même. Il avait eu un univers de brillance, de chaleur et de force tranquille entre ses mains, et dans son ignorance, il l'avait laissé filer entre ses doigts comme du sable. Pour Clara, le moment fut différent. Il n'y eut aucune vague de triomphe, ni aucune démangeaison satisfaisante de vengeance. L'homme sur scène était un fantôme d'une autre vie, un étranger qui portait par hasard un visage familier. La colère et la douleur qu'il avait causées s'étaient évanouies depuis longtemps, traitées et rangées comme une peinture restaurée, placée soigneusement dans un stockage d'archives. En le regardant maintenant, elle ne ressentait qu'une pitié distante et clinique. Il était simplement un homme qui avait pris une série de mauvaises décisions et vivait maintenant avec leurs conséquences. Alors qu'il commençait à se détourner, le visage pâle de choc, Clara fit un petit signe de tête presque imperceptible. Ce n'était pas un salut, ce n'était pas une offre de pardon ou une invitation à se reconnecter. Ce fut un acte final de reconnaissance, une clôture tranquille et définitive de la dernière page de leur histoire partagée. Cela signifiait « Je te vois, je m'en souviens », et j'ai tourné la page. Emilio comprit parfaitement le geste. Ce n'était pas un acte de cruauté, mais de finalité. Ce fut la libération qu'il n'avait jamais su qu'il lui fallait. Il se tourna et quitta la scène, disparaissant derrière le lourd rideau de velours. Julien, qui avait été témoin de l'échange silencieux, serra doucement la main de sa femme. « Est-ce que tu vas bien ?» murmura-t-il. Sa voix était seulement pour ses oreilles. Clara se tourna vers lui, ses yeux clairs et présents. Elle lui dédia un doux sourire, rempli d'amour et de gratitude pour la vie qu'ils avaient construite. « Je suis parfaite, » dit-elle. Elle redressa le dos, sa concentration revenant vers le commissaire-priseur. Le lot suivant, le dessin de la Renaissance pour lequel elle était venue, était en train d'être présenté. D'une main ferme, elle leva sa palette, prête à enchérir pour le futur. Finale significatif et appel à l'action. Une décennie peut effacer la mémoire d'une ville. Les scandales s'estompent en anecdotes. Les titans de l'industrie deviennent des notes de bas de page, et le pouls implacable de la vie à Barcelone crée de nouveaux drames pour remplacer les anciens. Un après-midi brillant de printemps, 15 ans après la Gala Luz del Sur, une jeune femme nommée Dr. Maya Santos se trouvait devant un groupe de bienfaiteurs dans l'atrium ensoleillé du centre de la Vega. Elle était la nouvelle directrice de conservation, un poste dont elle avait hérité un an plus tôt. Avec des yeux sombres et intelligents,
et des mains qui bougeaient avec la certitude tranquille d'une maîtresse. Elle dominait la salle. Cette pièce, dit-elle, désignant un chef-d'œuvre baroque fraîchement restauré, est une leçon pour voir au-delà de la surface. Pendant des siècles, on a cru que c'était une œuvre mineure, obscurcie par le temps et la négligence. Elle était cachée, vous voyez. Mais le docteur de la Vega m'a enseigné la première règle de la conservation. Vous devez avoir le courage de croire en la valeur que d'autres ont rejetée. Un homme plus âgé au premier rang, nouveau membre du conseil, leva la main. Le docteur de la Vega, bien sûr. Sa réputation est légendaire. Vous avez été sa protégée pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Quelle fut la chose la plus importante qu'elle vous ait enseignée? Un sourire chaleureux et authentique toucha les lèvres de Maya. La patience, dit-elle, et que les choses les plus précieuses ne sont jamais les plus bruyantes. Elle m'a aussi appris que parfois, l'acte de restauration lui-même est ce qui vous sauve. Après la présentation, tandis que les donateurs socialisaient, Maya marcha dans les couloirs étincelants du centre. Cet endroit était plus qu'un musée pour elle. C'était un témoignage d'une seule nuit dont elle n'avait jamais été témoin, mais qui avait façonné sa vie de manière irrévocable. Elle n'était alors qu'une enfant de 12 ans dans un appartement bondé de Barcelone, une enfant qui dessinait sur des chutes de papier et rêvait de couleurs qu'elle ne pouvait se payer. Son futur était un chemin étroit et prédéterminé jusqu'à ce que son professeur d'art l'aide à postuler pour une nouvelle bourse. C'était un pari risqué, un nouveau fonds d'éducation artistique pour les enfants défavorisés, établi par la fondation Luz del Sur. La bourse était financée par un don anonyme et sans précédent, de 25 millions. Cela changea tout. Cela paya pour le matériel d'art, puis pour les programmes d'été, et enfin pour une éducation universitaire qu'elle n'avait jamais cru possible. Cela la plaça sur un chemin qui la mena directement à ce bâtiment, au mentorat de la femme, dont le travail tranquille et la décision changeant la vie avaient rendu tout cela possible. Sans le savoir, elle arriva dans une aile tranquille du musée, un studio privé surplombant un jardin. À l'intérieur, Clara et Julien étaient assis ensemble sur un petit canapé, regardant un livre de design architecturaux. L'argent dans les cheveux de Clara captait la lumière de l'après-midi, et les lignes autour de ses yeux étaient les cartes d'une vie remplie de rire et de sens. Julien, désormais complètement retraité, était son compagnon constant, leur lien étant une poésie silencieuse et aisée. Clara leva les yeux quand Maya entra, ses yeux brillants d'affection. « Maya, comment cela s'est-il passé? » « Ils ont été très impressionnés, » rapporta Maya. « Monsieur Henderson a demandé ce que vous m'aviez enseigné. »« Et qu'as-tu dit? » demanda Julien avec un éclat dans les yeux. « La vérité, » dit Maya, qu'elle m'a appris à voir. Clara sourit, une expression douce et complice. Son regard dériva au-delà de Maya, vers la ville. Son héritage n'était pas seulement dans l'art inestimable qu'elle avait sauvé. Il était là, dans la brillance de cette jeune femme. Il était dans les milliers d'enfants qui étaient passés par le programme de la Fondation Luz del Sur au fil des ans, leur vie altérée par une chaîne d'événements mise en marche par la cruauté d'un homme et la résilience d'une femme. L'insulte d'Emilio, il y a tant d'années, avait été qu'elle était un vieux pull confortable. Il n'avait pas tout à fait tort. Il n'avait simplement jamais compris que le but d'un pull n'est pas d'être voyant ou neuf, mais de fournir de la chaleur. La vie de Clara, reconstruite à partir des cendres de son ego, était devenue une source de chaleur et de lumière pour beaucoup. Un chef-d'œuvre tranquille et durable, dont la véritable valeur ne pourrait jamais être contenue dans un seul cadre. Alors,
quelle est la morale de cette incroyable histoire? S'agit-il de vengeance? S'agit-il d'une femme qui trouve un homme plus riche et puissant? Non. La véritable histoire est bien plus profonde que cela. C'est un puissant rappel que la valeur véritable n'est pas déterminée par l'opinion d'une autre personne. Emilio a vu Clara comme un accessoire de sa vie, et lorsqu'elle ne correspondait plus à sa marque, il l'a rejetée. Mais il n'a jamais vu la véritable Clara, la femme brillante, passionnée et résiliente en dessous. Son triomphe n'a pas été d'entrer au bras d'un milliardaire. Ce fut d'entrer en étant elle-même, confiante en sa propre valeur. Une valeur qu'elle avait redécouverte et reconstruite selon ses propres termes. Le milliardaire ne l'a pas sauvée. Il a simplement eu la sagesse de reconnaître le chef-d'œuvre qui était déjà là. Si cette histoire de triomphe et de valeur personnelle a résonné en vous, et si vous croyez que notre plus grande force se trouve dans la redécouverte de qui nous sommes réellement, montrez-nous votre soutien. Cliquez sur « J'aime ». Reconnaissez-vous une Clara dans votre vie? Cliquez sur le bouton. Partagez cette vidéo. Envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin d'entendre que son passe-temps est en réalité son super pouvoir. Abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez notre communauté pour plus d'histoires de la vie réelle qui inspirent et donnent du pouvoir. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas que vous êtes votre propre chef-d'œuvre en cours de restauration.